Bonjour, vous êtes sur Optimac TV et comme à chaque lecture, je vais vous rappeler que nous sommes un groupe de presse totalement indépendant qui avons décidé d'œuvrer pour la diffusion d'informations à un maximum de personnes. Nous vous recherchons, regroupons et exposons des points de vue de différentes personnalités et experts reconnus dans les domaines les plus variés afin que vous puissiez vous faire votre propre avis. Nous vous proposons donc une expérience multimédia avec des magazines en kiosque, des magazines numériques et webzines, des vidéos à regarder et des podcasts à écouter n'importe où et au moment le plus opportun pour vous. Afin de mieux nous connaître, nous vous proposons des lectures d'articles régulièrement sur cette chaîne. Vous pouvez retrouver les différents thèmes dans la playlist. Bonne lecture, bonne écoute et excellente réflexion. Être ou ne pas être vegan. Parler de mode vegan, comme le fait couramment la presse télévisuelle et écrite, est particulièrement réducteur, comme me l'a fait remarquer l'une de nos interlocutrices. Oui, le sujet fait débat. Mais la question de continuer ou non de consommer des produits alimentaires et sous-produits animaux divers est loin d'être superficielle. Comme peut l'être un effet de mode, elle ouvre au contraire sur plusieurs débats majeurs pour les individus et pour la société. 3 thèmes centraux émergent de ces débats. La question de la santé déclinée en négatif ou en positif. Manger de la viande, mais aussi du lait ou des œufs est-il nuisible? S'en tenir à une nourriture 100% ou essentiellement végétale est-il bienfaisant pour nous maintenir en bonne forme et prévenir un certain nombre de maladies? La question éthique. Est-il tolérable de tuer, faire souffrir et manger les animaux si ceux-ci sont nos semblables, nos frères et nos sœurs, au-delà des différences d'espèces? Et, question subsidiaire, que faire de notre tradition culturelle? Faut-il de ce point de vue s'en tenir à l'impératif catégorique « tu ne tueras point » élargi à l'ensemble des espèces animales ou est-il acceptable de penser en termes de pédagogie, d'évolution des consciences? La question écologique, économique et sociale. Le maintien d'un système économique mondial reposant largement sur la production de viande est-il tenable pour l'alimentation des humains et l'avenir de la planète? Des contributions que nous avons réunies dans ce dossier ressortent des problématiques qui peuvent se résumer à ces 3 ensembles principaux de questions, plus quelques autres interrogations diverses apportant des positions, arguments et choix différents. Nous avons choisi de nous en tenir à notre rôle d'information, avec pour objectif d'ouvrir le débat et de fournir des éléments à vérifier, à compléter et à peser. À chacun de trancher. Le journaliste se bornera ici à ouvrir et faciliter le débat. Nos colonnes restent ouvertes pour d'autres témoignages, opinions, réflexions ou réactions de lecteurs, de médecins et de scientifiques. La viande, le lait et la santé. On peut se passer de viande et bien se porter, comme cela a été démontré par la vie de millions de personnes végétariennes sous toutes les latitudes et ce depuis des millénaires. Dans le numéro spécial des dossiers de santé et nutrition de septembre 2018, consacré à la viande et à son impact réel sur la santé, le scientifique inventeur de la nutrithérapie, Jean-Paul Curtet, note dans son introduction: d'une alimentation centrée sur les légumineuses et les végétaux en tout genre, avec, en de rares occasions, des protéines animales dans la France des années 40, nous sommes aujourd'hui passés, dans cette société de consommation compulsive, à la croyance qu'un repas sans viande n'est pas un vrai repas. Or, des milliers d'études nous conduisent à la même conclusion. Ces excès de protéines animales et de produits industriels aux dépens des végétaux et des produits frais sont des facteurs majeurs de surpoids, de diabète, de maladies cardiovasculaires, de pathologies inflammatoires, de maladies d'Alzheimer et même de perturbations psychologiques et comportementales, comme le mauvais contrôle pulsionnel et dépression, qui elles-mêmes contribuent souvent à l'attirance pour les produits sucrés. L'exemple spectaculaire de l'explosion du surpoids, du diabète et des maladies dégénératives dans les pays qui ont accédé récemment à ces progrès, comme l'Inde ou la Chine, est édifiant. Après avoir préconisé de manger moins de viande, ou même de s'en tenir aux végétaux et aux blancs d'œufs, il cite 6 idées reçues sur la viande. 1. La viande est la meilleure source de protéines. 2. La viande rend fort, avec ce fait rassurant que parmi les animaux les plus puissants, on compte une majorité de végétariens. Taureaux, chevaux, bisons, gorilles, rhinocéros, et de plus en plus d'athlètes de très haut niveau sont également végétariens. 3. La viande blanche est préférable à la viande rouge. 4. La viande aide à contrôler son poids ou à maigrir. 5. Si l'on ne mange pas de viande, on risque d'avoir faim. 6. Notre consommation de protéines est trop faible. Pour Jean-Paul Curtet, les bienfaits de la viande ne sont pas ceux qu'on dit couramment. Contrairement à une idée répandue, ce ne sont pas les protéines contenues dans la viande qui constituent son principal intérêt pour la santé. Elle abrite en revanche en quantité d'autres nutriments indispensables à certains stades de la vie. Fer, zinc et vitamine B12 notamment. D'où cet impératif de santé. 2 solutions s'offrent à nous pour nous fournir en ces micronutriments indispensables, soit se complémenter, soit manger de la chair animale.
Les végétariens, et plus encore les végétaliens, doivent absolument se supplémenter en vitamine B12 pour éviter de sérieux problèmes. Et pour ceux qui décident de consommer moins de viande et ou de poisson, il est de bonne guerre que la vitamine B12 figure dans un complément nutritionnel à prendre au quotidien, tout comme le zinc. Qu'en est-il du lait? 3 laitages par jour, nous dit-on. Notre confrère belge, Néo Santé, a consacré à ce sujet largement débattu une série fort intéressante d'articles d'une naturopathe Jean-Brice Stivant en 2017-2018. Dans la troisième partie, l'auteur qui avait précédemment estimé qu'en ce qui concerne les perturbateurs endocriniens et les graisses de produits laitiers, un laitage issu d'un élevage bio, pâturage et fourrage reste approprié à l'homme. Mais, souligne-t-il dans le troisième article, la donne change si l'on tient compte de la question du lactose. Pour les personnes fragiles sur le plan digestif, dont la muqueuse est devenue une vraie passoire et laisse passer des molécules susceptibles de déclencher des réactions auto-immunes, en 2012, Néo Santé avait publié un article de Yves Pat, coach sportif et nutritionnel, sur la nutrition paléolithique, montrant sur la base de nombreux éléments scientifiques que dans cette perspective, la consommation de lait animal est logiquement déconseillée. Problème du lactose, plus de 60% de la population ne disposant pas l'enzyme lactase permettant de le digérer. Problème de la caséine, car la caséine, la protéine du lait, n'est pas moins problématique. Elle partage des ressemblances structurales avec le gluten, protéine des grains. On remarque d'ailleurs que l'intolérance au gluten va souvent de pair avec une intolérance à la caséine, association fréquemment constatée entre le calcium provenant du lait et les cancers de la prostate et problème des IGF, des hormones peptidiques ayant une structure chimique semblable à celle de l'insuline. Le lait de vache riche en IGF-1 élève le taux d'IGF-1 chez l'humain, augmentant les risques de cancer du sein, du côlon et de la prostate. Tu ne tueras point. Ne pas accepter les souffrances, la mise à mort et la consommation alimentaire des animaux est une évidence si l'on considère la vache ou le cochon comme nos semblables. Dans ce cas, manger une tranche de jambon est en fait un acte de cannibalisme, d'où le refus vegan de cette zoophagie. D'ailleurs, qui parmi les millions de carnivores que sont la majorité des Occidentaux trouverait tolérable de manger un chien ou un chat? Or, en quoi ces animaux sont-ils supérieurs à des chèvres, vaches ou cochons? La seule question qui puisse être alors discutée est de fait celle des limites. Peut-on manger des insectes, sauterelles par exemple, des lombrics ou les utiliser pour composter nos déchets végétaux? Emprunter aux abeilles leur miel mais en tuant des reines et demain aux fourmis les précieux antibiotiques que certaines d'entre elles produisent depuis des centaines de milliers d'années et qui pourraient demain sauver les humains des conséquences de l'adaptation des germes pathogènes aux antibiotiques du XXIe siècle. Faut-il cependant inclure ces invertébrés dans nos semblables à protéger et dans ce cas où s'arrêter? Aux bactéries? Aux virus? Question sérieuse puisque ceux-ci sont en fait nos symbiotes, plus nombreux dans notre corps et aussi importants dans ses fonctionnalités que les milliards de cellules dont nous sommes biologiquement composés. Faut-il de plus entendre le cri de la carotte, comme le mettent en avant d'un point de vue rhétorique quelque peu sophistique certains polémistes engagés contre le véganisme et refusaient donc également de porter atteinte aux végétaux? Peu d'humains, admettons-le, peuvent se nourrir exclusivement de lumière, l'humain n'étant, à notre connaissance, pas aussi performant que les plantes en matière de photosynthèse. Beaucoup de véganes considèrent que leur choix est d'abord une décision éthique et accessoirement une démarche nutritionnelle, liée aux questions de naturalité et de santé. De ce point de vue, l'adoption d'une alimentation flexivore ou flexitarienne, c'est-à-dire avec peu et de moins en moins de viande, est un non-sens. Si l'on part de la conviction que manger de la viande est un crime, comme le viol ou la violence sur un autre être humain, comment peut-on effectivement accepter l'idée qu'il vaut mieux battre sa femme un peu moins souvent et ne violer autrui que très occasionnellement? Si par exemple on se pose la question en termes pédagogiques, comment faire évoluer les consciences? Le plus et le moins ont un sens. Il ne s'agit alors pas d'être dans le vrai, d'avoir raison, mais de tenter de partager ses convictions avec le plus grand nombre. La notion de ne pas manger de la viande tous les jours devient alors acceptable, même en partant d'une position éthique. SOS Planète. Comment, pour finir, ne pas entendre les questions sur les problèmes d'écologie et d'économie soulevés par les opposants à l'élevage? De tels sujets sont essentiels sur une planète qui souffre toujours de la faim et de la malnutrition. Ils demandent cependant des analyses chiffrées et vérifiées, comme le montre l'exemple que nous citons ici, celui de l'eau. Faut-il, comme cela est souvent avancé, 15 000 litres d'eau pour produire 1 kg de viande? Cette évaluation est par exemple contestée par l'INRA. Le chiffre assez répandu de 15 000 litres d'eau nécessaire à la production d'un kilogramme de viande fait partie de ces exemples à nuancer. L'Institut national de la recherche agronomique remet en cause la méthode utilisée dans un rapport publié en février 2017.
En effet, la valeur de 15 000 litres d'eau a été obtenue pour le calcul de la water footprint, empreinte d'eau, qui englobe l'eau bleue consommée par les animaux et l'irrigation des cultures. L'eau grise, dépollution et recyclage des effluents d'élevage, c'est-à-dire des déchets organiques, et l'eau verte, eau de pluie. Or, la méthode Water Footprint est conçue pour des sites industriels. Elle ne tient pas compte des cycles biologiques de l'eau qui retournent à la terre dans les plantes. Elle n'est donc pas directement applicable à l'agriculture. L'INRA estime en réalité que 95% de cette empreinte eau correspond à de l'eau de pluie prise dans les sols et consommée par les plantes. Cette quantité retourne dans le cycle de l'eau et elle serait consommée même s'il n'y avait pas d'élevage. Ainsi, l'INRA avance le chiffre de 550 et 700 litres d'eau pour produire 1 kg de viande de bœuf. À titre de comparaison, en moyenne, une chasse d'eau correspond à 12 litres, une douche à 60 litres et une lessive à 100 litres. 700 litres pour 1 kg de viande de bœuf, un chiffre déjà impressionnant, sachant qu'un bœuf représente environ 300 kg de viande, il faudra dépenser 210 000 litres d'eau pour élever cet animal pour la boucherie. À titre de comparaison, il faut 238 litres d'eau pour produire 1 kg de maïs et 900 litres d'eau pour 1 kg de soja. Merci pour votre écoute et pour retrouver régulièrement nos articles, abonnez-vous ci-dessous à notre chaîne YouTube. Et pour vous procurer tous nos magazines, rendez-vous sur notre site. À très vite.